Salut Frandroid, il y a Ulrich qui vient de me rejoindre dans la ligue des intervieweurs et on discute avec Loïc. Loïc, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Frandroid, je m'appelle Loïc Kempf. Je travaille actuellement pour Magma Mobile, qui est une société qui fait des jeux vidéo mobiles. Et vous avez autrement pu me voir de temps en temps sur Frandroid. Et donc voilà, on a un peu fait le tour. Avant ça, la communauté te connaissait aussi autrement, non? Oui, donc peut-être certains d'entre vous m'ont vu sur .gphone en fait, donc, qui était un des acteurs historiques d'Android en France. Et finalement j'ai rejoint la fine équipe ici, et puis mais mon activité principale reste Magma Mobile en fait, et donc la création de jeux vidéo pour Android, historiquement pour Android, et depuis un peu moins de temps pour iOS aussi. Ok, comment ça se passe le jeu vidéo sur les téléphones alors? Ça se passe pas mal. C'est un genre que les gens aiment beaucoup, et c'est généralement les applications qui sont le plus téléchargées. Donc, c'est vrai que les gens connaissent pas spécialement Magma Mobile, mais je suis sûr que beaucoup de gens visiteurs ici ont une application de Magma Mobile installée sur leur ouais, téléphone. donc en fait, pour la petite histoire, on a environ un portfolio de plus de 70 jeux sur Android, un peu moins sur iOS, donc ça c'est dû à l'histoire, donc on est venu un peu plus tard sur iOS. Et on a pas mal de jeux qui ont été dans les tops à un moment donné, on a pas mal de hits, donc des jeux qui ont parfois dépassé les 20 ou les 30 millions de téléchargements. Justement, tu as des exemples Oui, donc un des plus anciens c'est Bubble Blast 2, donc, qui est une marque de Magma Mobile qu'on a déclinée dans plusieurs concepts. L'icône, c'est une petite boule verte. C'est une petite boule verte en fait. La base, le jeu, c'est tu fais éclater des petites bulles sur un niveau. Le but étant de faire éclater toutes les bulles du niveau. Et donc ça a été décliné en une version Rescue où en fait il faut sauver les petites bulles des méchants ennemis carrés pour le coup. Et voilà. Et plus récemment, un des gros cartons, ça a été Burger, qui est un jeu de création de hamburger, donc qui se base sur la rapidité du joueur et qui a eu un beau succès sur Android notamment. Est-ce que tu as des stats si les gens ils jouent plus dans les chiottes ou dans le métro? C'est difficile à dire, mais je pense que les gens jouent beaucoup dans le métro, beaucoup dans les transports. Mais aussi sûrement en cachette sur le lieu de travail. Alors l'endroit précis, on a des stats sur les pays, mais ça va pas si loin que la géolocalisation exacte. Pas encore, avec Google on ne sait pas. Ouais, ça pourrait venir. Du coup, faudrait que vous mettiez des petites questions pendant ouais, carrément. Ouais. Vous allez terminer le jeu où vous êtes. Aux toilettes, dans les surtout qu'il y a des applications sur la localisation des toilettes publiques, donc on pourrait faire un petit partenariat. Toi, t'es venu à la DroidCon pour faire une présentation, une session de dev. De quoi ça parle? Alors ça parlait en fait tout simplement des Google Play Games Services qui ont été présentés le mois dernier à la Google I.O. Par Google. Donc c'est un produit Google destiné aux jeux, donc aux jeux Android, mais par contre ce qui est super intéressant, c'est que c'est du cross-platform. Et donc on va pouvoir utiliser le même service. Donc pour le dev, ça veut dire le même développement avec un peu d'adaptation sur les différentes plateformes du marché. Ok. Donc pour l'instant c'est Android, iOS et le web. Sachant qu'avec le web, on peut y accéder de partout. Et vous l'avez déjà mis en place ? Alors c'est prêt en fait, et on va pas tarder à lancer les premiers jeux qui vont l'intégrer. Et parce que tu connais aussi très bien les concurrents, t'as déjà vu des concurrents qui se sont lancés avec ce... Parce qu'on en a parlé de quelques-uns et on a peu de retours aujourd'hui. Exact. Alors c'est déjà je pense que les studios en question n'ont pas forcément communiqué sur les chiffres qu'ils ont en fait. Après, l'intégration en fait que moi j'ai vue, notamment sur les jeux qui ont été annoncés lors du Google I.O. est assez inégale. Et un des gros soucis en fait, un des freins en fait à l'utilisation de ce service, c'est qu'il faut être logué dans chaque jeu, il faut se connecter, accepter une liste d'autorisation, et donc ça a peut-être tendance à freiner les joueurs. Et du coup, non, aujourd'hui il n'y a pas vraiment de retour, mais ça peut, sur le principe, ça peut être que positif parce que tu apportes des fonctions sympas comme
La première, c'est quand même un confort qui est vraiment pas mal, c'est le cloud save. Ouais. Donc pouvoir jouer sur plusieurs devices. Parce qu'on en a marre de recommencer Angry Birds sur chaque nouveau téléphone, nouveau terminal, tablette, etc. Quoi. Bon, on perd. Non mais t'as raison. Moi j'étais au dernier niveau quoi. Et là, pour le coup, avec ce service, tu peux même imaginer commencer ta partie sur ton iPad le matin et tu la continues sur ton Nexus dans le métro tranquillement. C'est vrai que pour arriver à ce résultat, avant, la plupart des gens utilisaient Facebook, je crois. Ouais, c'est ça. Mais c'était pas génial parce qu'il fallait avoir un compte Facebook, il fallait que les données se synchronisent, c'était pas hyper simple. Donc, effectivement, c'était pas forcément adapté à tous les jeux mobiles, ouais. Puis avec tout ce qu'il y a derrière, c'était le même principe d'authentification et c'était peut-être pas aussi transparent, aussi fluide. C'était assez lourd et je pense pas que ça avait été conçu vraiment pour ça à la base. Peut-être un peu moins performant. Ouais. C'est pas aussi fluide sûrement que les Google Play Game Services. Et ça, Google Play Games, c'est pas la mort des Feint et autres services de ce genre-là. Hein. Donc ils sont des services qui permettent d'avoir la compétition entre tous les joueurs, l'enregistrement des scores, etc. etc. Ça a dû leur donner un peu des sueurs froides lors de l'annonce. Par contre, c'était attendu parce qu'il y avait quand même Apple qui le propose depuis longtemps avec Game Center. Donc on se doutait qu'un jour ou l'autre, Google allait faire la même chose. Le service de Google est également très simple et ça laisse encore aujourd'hui la place aux gens de se démarquer avec peut-être d'autres fonctionnalités ou une intégration plus poussée avec les jeux. Mais c'est sûr que c'est pas forcément évident. Et puis il y a aussi le poids historiquement, ils sont là depuis plus longtemps, Google est venu quand même super tard, et donc je pense pas que tous les devs vont faire la démarche de switcher, de changer pour leurs anciens jeux, ça demande beaucoup de taf. Tu prends le risque que tes utilisateurs qui avaient leurs données déjà sur un service ne vont pas les retrouver sur le Google Play Game Services, et c'est pas vraiment quelque chose que tu veux quoi. C'est pas vraiment des choses que tu veux. Ok. Mais ça, après, c'est la force de Google, c'est que tout est gratuit, quoi, en fait, notamment le cloud save, le multijoueur également est gratuit. Il y a pas mal de boîtes qui sont montées autour du multijoueur, et pour eux aujourd'hui ça va être dur parce que Google vient en face avec un produit qui certes est peut-être encore un peu jeune, mais qui est gratuit et performant. Après, ça peut peut-être être une ouverture et une opportunité pour pas mal de boîtes de se baser sur ce service pour développer de la valeur ajoutée. Moi, je vois souvent ce genre de choses comme une opportunité plutôt qu'un risque. Après, il faut voir, le service aujourd'hui il est vraiment clé en main en fait. Donc, si tu veux juste par exemple mettre un système de classement, mettre un système de réussite, c'est les achievements. C'est quelques lignes de code et c'est une deuxième ligne de code pour les afficher dans ton appli. Alors certes et donc on peut utiliser ce service pour créer une communauté qui peut être quasiment cloisonnée à un éditeur. C'est possible. Si par exemple vous faites pour tous vos jeux, vous pouvez imaginer créer une communauté pour tous vos jeux basée sur leur service. Disons, c'est plus le vecteur en fait de partage et Google Plus en fait. Donc c'est donc ça va toujours être articulé autour de Google. Ouais, c'est pas centré sur un éditeur ou une application en particulier. C'est vraiment tout est basé, que ce soit déjà les classements. On va pouvoir par exemple filtrer les scores par cercle Google Plus. Donc ça permet en fait aux joueurs d'être peut-être qu'il ne sera pas le meilleur mondial, mais par contre ce sera peut-être le meilleur parmi ces cercles Google+. Ouais. Et donc du coup, oui, c'est vraiment centré sur Google+. Et même le sign-in, en fait, le login dans l'application, c'est une fenêtre Google+, et ensuite l'application est attachée à Google+, et c'est par Google+, qu'on passe pour les paramètres, pour dire là je veux supprimer cette application, là je veux changer les options de visibilité, etc. Ça va toujours dans le sens de Google qui veut vraiment pousser Google+, quoi. Et le mettre partout. Chez MyMobile, vous êtes naturellement intéressé à ça parce que vous êtes historiquement sur Android. Et chez d'autres éditeurs, comment tu vois la transition ? Est-ce qu'ils sont beaucoup à vouloir intégrer ces services ou...
Alors disons, ça reste à voir. Là, le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas vraiment de retour et de chiffres en fait sur la valeur ajoutée de ce service, qui de toute façon sera difficile à quantifier, parce que est-ce que la personne joue au jeu parce que je distribue des achievements ou parce que je lui permets de se classer par rapport à son score, ou c'est simplement parce qu'elle aime le jeu. Après évidemment donc on peut distribuer des points, donc chaque jeu en fait on va pouvoir distribuer 1000 points. Et donc là on va peut-être retrouver des comportements similaires au Xbox Live par exemple, où tu avais des vrais collectionneurs de points, des gens qui font vraiment la chasse aux points et qui vont par exemple des fois juste télécharger un jeu parce qu'ils distribuent plein de points facilement. Ça c'est déjà vu. Derrière Google va devoir mettre en place une vraie plateforme côté grand public, pas côté développeur. Oui, c'est sûr, c'est toujours un peu le problème de visibilité avec Google et de comment ils présentent le produit, parce qu'aujourd'hui, si tu veux... Sur Apple, tu as vraiment une application sur laquelle tu retrouves tous les classements par jeu, etc. C'est ça. Alors que tu n'as pas ça sur Android. C'est ça, pour l'instant c'est plus dispatché par rapport à l'individu sur Google+, qui va partager par exemple son meilleur score sur Google+. Les personnes qui vont voir ce message vont pouvoir cliquer sur le lien et aller télécharger l'application. Alors bon, il y a des intégrations qui sont assez fortes. Par exemple, on va pouvoir faire dire à une application, par exemple, donc Loïc a battu tel record sur tel jeu, dans tel mode de jeu par exemple, et quand la personne va cliquer sur le lien, soit si elle a déjà l'application téléchargée, ça va lui lancer l'application potentiellement au même endroit, potentiellement dans ce mode de jeu en particulier. Ouais. Ou alors si elle l'a pas, ça va l'envoyer vers le store pour télécharger l'application. Moi j'ai vraiment l'impression que ça manque un peu d'un vrai écosystème. J'ai l'impression que c'est des choses qui sont... on va dire ça fait seulement 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Mais pour moi il manque... j'ai l'impression que le fond est très bon et la forme... disons, ce qu'il faut savoir, c'est que... pour l'instant, la seule mise en avant quand tu intègres cette application dans ton jeu, c'est un petit badge en fait qui apparaît en dessous de ta fiche Google Play et qui indique aux joueurs en fait que tu as mis des réussites dans ton jeu ou des classements. Donc pour l'instant, Google reste assez discret sur la façon dont elle fait la promotion de ses applications. Et en plus, c'est risqué pour les éditeurs parce qu'ils doivent quand même obliger leurs utilisateurs à utiliser Google+. Et même s'il y a beaucoup de gens sur Google+... si tu veux, aujourd'hui, Google+, tu l'as installé sur ton téléphone. Sur Android. Quasiment tout le monde. Enfin, tu l'as même de base sur les... Ouais, mais sur iOS, c'est pas le cas. Et même les gens qui l'ont installé sur Android, très peu l'utilisent au final. C'est évident, mais c'est quand même un pari risqué pour un éditeur. Aujourd'hui, je vois plus Google+ comme un vecteur en fait par lequel passent des notifications, des actions dans les applications et les jeux, qui pas vraiment comme un réseau social. Tu vois ça vraiment comme un outil et pas comme un réseau social. Ouais, Google Play, c'est plus un outil aujourd'hui. C'est plus Google+, c'est plus un endroit où transite tout un tas de notifications, tout un tas d'informations que tu vas pouvoir récupérer à un moment donné sans même lancer le site Google+ ou l'application Google+. Donc c'est en tant que réseau social, je le vois pas forcément remplacer Facebook, même si Google essaie de le pousser un peu partout. C'est vrai que c'est effectivement pas dans l'idée. La nouveauté de Google+ par rapport aux réseaux sociaux dits traditionnels, c'est qu'effectivement l'information web, c'est-à-dire écrite, c'est qu'une petite partie de l'information que tu partages avec tes contacts. Là, en l'occurrence, tu partages des jeux, ça apparaît pas sur la page web, c'est en restant dans l'univers applicatif. Ouais, c'est ça. Ils sont en train de mettre en place un écosystème qui, le jour où ça deviendra beaucoup plus visible et ça gagnera en audience, fera qu'il y aura déjà les piliers. Bien sûr. Ce que je dis juste, c'est que ça ne sera pas forcément l'information qui trouve sa place sur une page web. Pilier qu'Apple a pas ou très peu et que Facebook a du mal à mettre en place. Donc effectivement, c'est du tout bon. Est-ce que tout à l'heure en entrevue, j'ai eu quelqu'un qui
qui est venu parler en fait de carte graphique, optimisation, etc. Donc très très proche du hardware. Toi aujourd'hui, en tant que développeur de jeux vidéo mobile, est-ce que tu as l'impression d'être limité par le matériel ou au contraire de courir après pour pouvoir implémenter les dernières fonctionnalités des pros? Alors, oui et non, parce que d'un côté... Vous travaillez avec Unity, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, en fait. C'est un des outils majeurs qui est ressorti notamment pour le cross-platform. Ouais. C'est vraiment, enfin même aujourd'hui, je pense que de manière générale, Unity est vraiment en train de prendre le dessus sur le marché des moteurs de jeu, notamment. Donc Unity, pour un petit peu expliquer aux gens qui ne connaissent pas, c'est un outil qui permet de développer des jeux très facilement et comme disait cross-platform, c'est-à-dire que je caricature, mais d'un simple clic, on peut faire une version. Ouais, c'est un peu plus qu'un simple clic, mais oui, c'est le principe, c'est ça. Android et même Xbox, etc. Ouais, c'est ça, ça permet de. Ils sont un peu présents sur toutes les plateformes mobiles actuelles et même, oui, d'autres plateformes comme les consoles. Donc il y a des jeux en 2D, mais il peut aussi y avoir des jeux en 3D, parce que principalement en 3D. Principalement, le produit s'appelle Unity 3D, ouais. Donc, ouais, c'est principalement de la 3D, mais tu peux l'utiliser pour d'autres genres de jeux. Et donc pour répondre à ta question, aujourd'hui, surtout Android, en fait, c'est quand même un marché qui vise aussi le milieu de gamme ou bas de gamme, avec notamment les pays émergents et compagnie qui vont pas forcément pouvoir avoir un parc de Galaxy S4 qui est énorme, quoi. Enfin, donc on va pas forcément viser ce genre de device. Après, évidemment, de manière générale, les perfs se nivellent par le haut, en fait. Donc aujourd'hui, même un téléphone bas de gamme est capable de te faire tourner un jeu 3D pas trop mal. Donc non, c'est clairement aujourd'hui le matériel est très peu limitant, en fait. Et du coup, toujours en tant que développeur de jeux mobiles, comment est-ce que tu perçois l'arrivée de consoles Android maintenant dans l'univers du salon? C'est plutôt une bonne chose, ouais. C'est plutôt une bonne chose parce que ça va faire un peu le lien entre les deux mondes, le monde de la console salon et le monde du mobile qui était jusqu'à maintenant quand même pas mal séparé et puis pas mal antagoniste en fait, qui s'aimaient pas trop. Là, avec je pense que tu penses à la Ouya notamment qui fait venir Android dans le salon. Et avec justement toutes ces histoires toutes ces histoires de pas vraiment. Pas vraiment encore. Non. Vous avez commencé à réfléchir à une navigation avec une manette de jeu? Ça c'est assez. En fait, si tu veux, c'est assez simple. À partir du moment où tu as un jeu qui s'y prête, par exemple un jeu de plateforme, l'implémentation d'une manette, ça c'est quand même c'est quelque chose qu'Android implémente depuis très longtemps. À l'époque avec le Xperia Play, le téléphone PlayStation, c'était déjà des choses qui existaient et qui utilisent les mêmes fonds que la Ouya aujourd'hui exploite encore. Aujourd'hui, toi tu étais à l'E3 dernièrement, donc du coup le jeu vidéo, tu es là pour en parler aussi en fait. Ouais, je voulais faire une petite émission tout à l'heure. On fera un spécial E3. Pour rapidement en parler, finalement, il y a beaucoup de choses sur le mobile. C'est sûr, j'ai bouffé. Sauf que ça a été vraiment éclipsé par les gros éditeurs. Par les grosses annonces, évidemment. Ouais. Et les journalistes avaient très peu de temps sur place et avaient tellement de données à traiter que finalement, ils avaient peu de temps à consacrer aux éditeurs mobiles. Sauf qu'ils ont été obligés de s'intéresser au mobile parce que, là j'en parlais tout à l'heure, les gros éditeurs ont intégré ce qu'ils appellent le second écran. C'est-à-dire qu'ils utilisent les tablettes et les smartphones pour compléter l'expérience de jeu. Ouais, c'est-à-dire que même en fait sur les consoles next-gen, le mobile arrive dans l'équation aussi. Voilà, mais même sur les jeux les plus bluffants graphiquement, en termes de gameplay, en termes d'expérience utilisateur, derrière ils ont introduit de la tablette et du smartphone. Donc là, même les journalistes spé jeux sont obligés de s'y intéresser. Alors qu'avant, ils essayaient un petit peu d'éviter ça. Les gros studios sur mobile, vous en avez peur ou vous riez d'eux? Pas vraiment. Enfin, vous en foutez. En gros, pour résumer, il n'y a pas vraiment de. On les appelle même pas forcément des concurrents parce qu'il investissent beaucoup plus que vous et ils font pas spécialement plus de téléchargement. Disons en fait le truc aussi c'est que le marché est tellement vaste en fait que qu'on les voit même pas forcément comme des concurrents parce que c'est
avec les stores les classements dans les stores qui sont hyper volatiles. Il n'y a pas, notamment sur les jeux gratuits, c'est pas comme un jeu console par exemple où la personne dépense 70 € et elle va pas acheter un autre jeu pendant 3, 4, 5 mois selon son budget. Voilà. Là c'est un jeu gratuit, c'est juste un clic de plus et ensuite c'est le jeu qui fait la différence. Et donc non, je pense pas qu'on puisse dire qu'on... Moi j'ai vu beaucoup de gens faire du free-to-play. Gameloft, c'est 3 jeux sur 4 aujourd'hui. Ouais. Pourtant ils ont du passif dans le jeu mobile et c'est sûrement une des seuls éditeurs qui a offert pas mal d'argent sur le jeu mobile, parce qu'ils sont largement rentables. Et je me demande si finalement, comment tu perçois le free-to-play toi? Et vous en faites pas vraiment, vous faites du gratuit avec de la publicité. C'est ça votre principal revenu? Disons le free-to-play, c'est un peu... Il y a des limites à pas franchir et qui sont des fois un peu... Des fois il y a des abus, on se demande même comment les applications... qui sont un peu abusées, parce qu'on l'a vu notamment, Apple en fait il n'y a pas longtemps ont mis en place un système, une page d'information sur la première page de l'App Store pour expliquer aux parents comment protéger l'appareil des achats intempestifs faits peut-être par leurs enfants, et dire que en fait, même si le jeu est gratuit, ensuite ça peut quand même coûter beaucoup d'argent, engendrer des coûts. Et ça, les gens, c'était sûrement pas clair dans la tête des gens, parce que quand tu télécharges le jeu, il y a marqué que c'est gratuit. Donc voilà, et pour le coup, nous, c'est un système qu'on pense beaucoup à l'expérience utilisateur, et c'est un système que pour l'instant, on n'a pas trop eu l'occasion ou envie d'exploiter. Justement, votre business model aujourd'hui, c'est la publicité. Comment se porte la publicité dans le mobile? J'ai l'impression que ça fait beaucoup de volumétrie, en fait, mais avec des CPM qui sont assez bas. Mais vous portez très bien. Donc finalement, c'est qu'on peut... J'ai pas les chiffres en fait. Est-ce que tu as agrandi ton pénis? C'est ça qu'on veut savoir. Ah, ça non plus, je peux pas répondre. Mais je suppose que ça suit d'une manière ou d'une autre quand même le web en fait. Ça doit être quand même corrélé, même si évidemment le mobile va continuer à se développer sur tous les fronts. Et après, c'est aussi aux régies pub de proposer des produits qui sont adaptés au mobile, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Disons, une petite bannière en bas d'une application, c'est pas forcément ce que veut un annonceur pour être visible. Donc, c'est pas ce qui est le plus efficace pour tout le monde en plus. Forcément, ouais. Vous travaillez avec une régie en particulier ou... Non, d'accord. Vous êtes connecté à des grosses régies, c'est ça, comme Google, etc. C'est les classiques, je suppose. Ouais. Il n'y a pas de choses particulières en fait. En termes de régie. En gros, c'est aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut entendre à gauche à droite, c'est qu'on peut vivre et on peut gagner sa vie de la publicité mobile. Ouais, on peut même monter des entreprises en France autour du mobile. Ouais, c'est évident. La publicité mobile. Ouais. Je pense que ça devrait encourager certains, parce qu'on entend beaucoup d'éditeurs se plaindre. Je pense que c'est justement parce qu'ils ont la mauvaise recette et pas... tout à l'heure, je parlais avec une personne en fait là qui est un développeur indépendant en fait. Ils sont deux en fait, et puis apparemment ils s'en sortent très bien. Pareil, ils font pas beaucoup de bruit, mais ce qu'ils font est apparemment très chouette, et que ce soit en termes de produits, de jeux qu'ils créent, et aussi en termes de réussite derrière. Et justement, tu me disais, les gros éditeurs qui font du mobile, c'est pas vraiment vos concurrents. C'est qui vos concurrents finalement? C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. En fait, on n'en a pas vraiment dans la mesure où un concurrent, c'est quelqu'un qui te fait de l'ombre, qui prend un marché et qui te le laisse pas en fait. Par exemple, Rovio, ça peut être un concurrent. Parce que finalement, quand ils prennent une place dans le classement du Google Play ou de l'App Store, c'est une place de moins pour vous. Ouais. Oui. Ouais. Oui, c'est évident, mais disons les gens aujourd'hui vont quand même un peu plus loin que les classements. Ouais. Ils font quand même l'effort de chercher un peu, et c'est pas. Alors je sais pas s'il y a des études sur le sujet, mais je
pense que ça a un impact. Déjà, les classements sont plus mobiles que sur le web, a priori, dans les différents stores. Et puis aussi, peut-être que les gens font plus l'effort de chercher pour vraiment chercher un jeu qui leur plaît, au lieu de simplement aller sur le premier résultat de recherche, comme c'est le cas sur le web. Ok. Bon, on va conclure parce qu'on nous fait signe à l'arrière que oh là là, on dépasse. Donc merci Loïc pour tes réponses à toutes nos questions. Et puis on se croise dans les couloirs de la DroidCon. Yes, merci. On a oublié de dire, mais Loïc est un des associés de Humanoid. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on le retrouve de temps en temps dans les lignes de Frandroid. Voilà. Quelqu'un qu'on connaît bien. Yes. C'est beau.